Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier le SLF pour cette invitation à participer à vos rencontres nationales, plus particulièrement Guillaume Muçon d'ailleurs. Je dois dire qu'en tant que spécialiste de la lecture publique, autrement dit en tant que spécialiste des bibliothèques, je n'ai pas souvent l'occasion de m'adresser à un public de libraires aussi nombreux, et si j'ai bien compris, ce n'est pas non plus si régulier. Je me réjouis pour ma part de ce rapprochement un peu fortuit, vous allez voir, entre les bibliothèques et librairies. Il y sera question à plusieurs reprises, et il sera surtout question des librairies. Je me réjouis de ce rapprochement, même si j'ai bien conscience que les bibliothèques, en tant qu'acheteuses publiques, entretiennent parfois des relations un peu délicates avec les librairies indépendantes. Mais ça n'est pas le sujet du moment, puisque je vais vous présenter donc les résultats de l'étude intitulée « De l'espace livre au lieu de vie, usage et représentation des librairies indépendantes dans la ville ». Je précise tout de suite que la synthèse complète de cette étude est disponible gratuitement en ligne sur le site de la Bibliothèque publique d'information. Il a été mis en ligne hier, justement, pour l'occasion des rencontres nationales. En écoutant les intervenants qui se sont succédés à cette tribune, en visionnant les films également qui ont été projetés, je me suis rendu compte qu'une partie de ce qui a été dit va résonner bien évidemment dans les résultats de l'enquête que je vais vous présenter. Alors il ne s'agira pas pour moi de répéter des choses, hein, il s'agira plutôt de confirmer certaines tendances et, dans la mesure du possible, de faire valoir le point de vue des lecteurs, des clients, hein, des librairies indépendantes. Dans la mesure du possible, de leur donner la parole en vous citant peut-être quelques extraits d'entretien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout de même aussi à préciser un peu mon rôle dans cette entreprise, puisque je n'ai pas participé directement au travail de terrain de l'étude. Elle a été réalisée par Sonia Kellenberger et Fabrice Raffin, qui sont tous deux sociologues et fondateurs d'un réseau de recherche associatif qui s'appelle SEA Europe. J'ai pour ma part rédigé l'appel à proposition de cette enquête, participé à son pilotage scientifique, pour le compte de la Bibliothèque publique d'information. C'est une opération qui a été lancée à la fin de l'année 2006, le terrain de l'enquête ayant eu lieu en 2007-2008, sur crédit du ministère de la Culture et de la Communication, à la demande de la Direction du Livre et de la Lecture. Et je dois préciser qu'en plus de représentants de la BPI, le comité de pilotage était également composé de représentants du département de l'économie du livre, Hervé Renard est dans la salle, et du département des bibliothèques publiques et du développement de la lecture au ministère. Alors voilà rapidement pour le pédigré de cette étude, hein, vous irez la consulter en ligne. Pour ce qui concerne ces objectifs que je tiens à rappeler, je dois dire que les attentes partaient avant tout de notre part d'un constat de manque. Il existe peu de choses sur la librairie dans le champ de la recherche sociologique sur les institutions culturelles, et ici aussi, par certains côtés, on pourrait dire que la librairie est un parent pauvre, un maillon faible, alors que tout réseau confondu, on sait bien qu'elle représente encore l'un des modes d'accès privilégiés aux livres. On dispose, vous le savez, de nombreuses données économiques, et c'est heureux hein, sur la question, de quelques sondages quantitatifs sur les pratiques d'achat qui ont été réalisés en sortie de librairie. Je pense notamment à un sondage commandé par Livre Hebdo en 2006, dont j'aurai l'occasion de reparler. Mais, à vrai dire, très peu de choses ont été entreprises récemment en matière d'enquête qualitative, plutôt centrée sur la clientèle de ces commerces indépendants. Alors, quand je parle d'enquête qualitative, je n'aurai pas l'occasion de bien développer ici, mais je fais bien référence à des travaux qui reposent d'abord et avant tout sur des observations en continu et sur des entretiens approfondis. Il ne s'agit pas d'enquête par questionnaire, pas de chiffres non plus, mais plutôt du discours, du sens. Il paraissait pour nous, dans le comité de pilotage, d'autant plus important de combler ce manque en matière de connaissance des personnes qui fréquentent les bibliothèques, ça risque de revenir assez souvent, les librairies indépendantes. Vous savez que les pratiques de lecture de livres sont en recul. Je vais vous donner quelques indicateurs dans ce domaine. C'est ce que montrent bien notamment les enquêtes barométriques pratiques culturelles des Français. Et contrairement à ce qu'on dit parfois, je tiens à le préciser aussi, ce recul de la lecture est
bien plus ancien que le développement récent des technologies de l'information et de la communication, et notamment le développement de l'Internet domestique. Les pratiques de lecture, d'ailleurs, évoluent au plan quantitatif comme au plan qualitatif. La lecture utile, ce qu'on appelle parfois la lecture utile, semble prendre un peu le pas sur la lecture plaisir, et notamment sur la lecture littéraire. Bernard Lahire, que vous connaissez sans doute et qui enseigne la sociologie ici même à l'ENS, évoque quant à lui une baisse d'intensité dans la foi artistique et littéraire dans la société française. Je vous donne un petit exemple qui permet de bien situer cet état de fait que je trouve assez parlant. On trouvait sensiblement plus de gros lecteurs, sous-entendu des personnes qui déclarent lire 25 livres et plus au cours des 12 derniers mois, parmi les ouvriers qualifiés et les employés en 1973 que parmi les cadres en 1997. Les gros lecteurs, comme chacun sait, sont des soutiens actifs des librairies indépendantes, des bibliothèques également, bien sûr. Et pour mémoire, dernière salve de chiffres, de 1973, première enquête sur les pratiques culturelles des Français, à 2008, toute dernière enquête, nous sommes passés de 22% de gros lecteurs, 25 livres et plus, à 11% aujourd'hui. En schématisant, on peut donc dire que seul un Français âgé de 15 ans et plus, seul un Français sur 10 âgé de 15 ans et plus, déclare aujourd'hui lire de façon très soutenue. Au début du XXIe siècle, c'est le constat que faisait le comité de pilotage au moment du lancement de l'étude, donc à l'âge de l'accès, pour reprendre les termes de Jérémy Rifkin, on peut se demander quelle est la place de la librairie indépendante dans ce qu'on appelle la société de la connaissance, l'économie de l'attention qui émerge aujourd'hui. Que représentent côté public les librairies indépendantes en tant qu'espace physique d'exposition des livres et de l'actualité éditoriale, livres pris ici au sens large, livres imprimés, revus. On parle d'une spécificité, d'une exceptionnalité de ces commerces. Ces qualités sont-elles perçues par les clients, par les usagers des librairies indépendantes? Et si oui, comment sont-elles reformulées dans leur discours et mises en pratique? C'était le périmètre posé pour l'étude. Au-delà de ces interrogations, puisque l'enquête avait également une dimension de sociologie urbaine assez marquée, j'y reviendrai, le cahier des charges prévoyait également de prendre un peu de recul et de placer l'éclairage sur la question du territoire, sur laquelle nous reviendrons au cours de la table ronde qui suivra. Comment la librairie s'inscrit-elle aujourd'hui dans le tissu urbain et commercial des villes, sous-entendu qu'elles sont au-delà de ces murs, en plus de son rôle économique, bien sûr, ses impacts sociaux, culturels et symboliques, s'il y en a. En ce qui concerne le choix des sites, l'enquête a été conduite sur 5 librairies et 4 territoires. S'agissant d'une enquête qualitative, le nombre de sites est nécessairement réduit. Le corpus comprend des librairies généralistes, je vais vous les présenter rapidement, de taille, d'aspect et de projets sensiblement différents, voire très différents dans certains cas. La librairie de l'Atelier 9 est située dans le 9e arrondissement de Paris. La librairie Folie d'encre, qui était un autre terrain de l'étude, en Seine-Saint-Denis, est située en proche banlieue parisienne, au cœur d'une centralité commerciale. La Galerne, au centre-ville du Havre. Et pour finir, donc, 2 librairies papeterie, Le Creux et Parchemin, situées dans la petite ville de Castelsarrasin, à proximité de Montauban. Sur chaque site, environ 25 entretiens ont été réalisés. Des entretiens avec des libraires, bien sûr, pour commencer, avec les responsables des librairies, mais avec les équipes également. Des entretiens avec les clients, c'était d'ailleurs le cœur même de l'étude. Clients devant être pris au sens très large, dans la mesure, plutôt au sens de visiteurs usagers, mais je sais que c'est une terminologie qui ne colle pas très bien avec la librairie. Sous-entendu, toute personne entrant dans une librairie n'est pas nécessairement acheteuse, pas plus que lectrice. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu. Enfin, des entretiens ont eu lieu également avec d'autres acteurs de la ville, des partenaires, bibliothécaires, agents de développement social, mais également des commerçants. Pour ma présentation, ma courte présentation, j'ai évidemment effectué un choix parmi les résultats de l'étude. Je vais placer l'éclairage sur 2 questions en particulier, sur la question des modalités d'usage des librairies indépendantes, autrement dit sur la question de ce qu'on pourrait appeler les fonctions sociales de la librairie indépendante,
À quoi servent les librairies indépendantes au juste pour ceux qui les fréquentent? J'essaierai également de placer l'éclairage sur la question de la territorialisation des librairies, à savoir comment la librairie s'inscrit dans le territoire, parfois difficilement, comment elle y trouve sa place, mais comment elle aussi, elle contribue en retour à transformer ce territoire, à le marquer de son empreinte et, bien évidemment, à le marquer de son empreinte culturelle. Première sélection d'images et de formules tirées directement des entretiens peut permettre de donner un avant-goût de ce que les personnes interrogées ont pu dire à propos de la relation qu'elles entretenaient avec les librairies qu'elles fréquentent et surtout à propos de la représentation qu'elles peuvent avoir de ces librairies. Je vous les cite en vrac. Un poumon, une porte sur le monde, une oasis, une source, un réservoir, une sorte d'îlot de culture, une banque de mémoire, un endroit relaxant, une bulle. Vous voyez bien qu'à partir de ces premières métaphores, tantôt organiques, parfois matricielles, salutaires même dans certains cas, nous sommes déjà assez loin de la simple dimension commerciale ou strictement utilitaire. L'inventaire de la typologie des usages des librairies que je vais vous présenter maintenant, dressé donc à partir de l'analyse de contenu des entretiens réalisé sur les 5 sites, va me permettre d'essayer de le confirmer un petit peu. Cette typologie d'usage se résume en gros à 6 fonctions principales, plus une. 6 plus une, vous allez voir. Donc sans surprise, la première fonction, le premier rôle que jouent les librairies indépendantes pour les personnes qui les fréquentent, c'est une fonction d'approvisionnement. Pas de surprise, c'est la fonction pragmatique. La seconde, c'est une fonction d'expérience du livre. J'y reviendrai un peu plus longuement. Le livre, encore une fois, étant pris ici au sens très large. La troisième fonction est une fonction de cabinet de lecture, sous-entendu de lecture sur place, de lecture effective sur place. La quatrième fonction est une fonction sociale, et plus précisément d'ailleurs elle renvoie à tout ce qui peut avoir trait à la sociabilité, dont il a déjà été beaucoup question ici. La cinquième fonction, peut-être moins convenue, est une fonction protectrice. Vous l'avez vu dans les images que je citais. Et la sixième fonction, une fonction de ressourcement culturel. La septième fonction qui me permettra de croiser entre elles d'autres fonctions déjà évoquées est une fonction symbolique. On en a aussi déjà parlé. Elle dérive de la fonction sociale, en fait, et pour le coup, ce n'est pas une fonction à part entière. Et elle a trait notamment à la notion d'engagement éthique et politique. Fréquenter une librairie indépendante, telle librairie indépendante, pour d'une part marquer sa différence et acheter plutôt ses livres dans tel type de commerce plutôt que dans telle grande surface. Ne pas mélanger, comme je l'ai vu dans un texte signé par Romain Cabane, les livres avec les surgelés par exemple. Je reviens donc très rapidement sur ces différentes fonctions pour essayer de vous citer un certain nombre d'extraits d'entretien. Sur la fonction d'approvisionnement, je passe assez vite, sur les usages pragmatiques. Donc une fonction qui est à la fois le fait des clients fidèles, mais aussi des occasionnels, voire des non-lecteurs qui viennent dans les librairies indépendantes pour acheter des livres pour d'autres personnes. Pour ces clients, évidemment, l'accessibilité de la librairie joue un rôle très important, accessibilité dans la ville, commodité d'accès, centralité marchande. Certains lecteurs pragmatiques sont peu sensibles aux éléments d'ambiance, de décor, encore moins même parfois de conseils, puisqu'ils savent ce qu'ils cherchent, en règle générale, bien sûr. Parfois indifférents au dispositif et au projet culturel du libraire, ils entretiennent avec la librairie un rapport qu'on pourrait qualifier de purement commercial, qui ne diffère guère de celui qu'il pourrait entretenir avec un autre type de magasin. Deuxième fonction identifiée, donc la fonction d'expérience du livre. C'est l'idée de la librairie comme un lieu d'exposition du livre. C'est l'idée de la librairie comme un feuilletoire géant ou comme une sorte de vaste catalogue géant de l'édition et notamment des nouveautés éditoriales. On va voir que la vitrine, bien évidemment, là, joue un rôle très important pour affirmer la présence du livre dans la ville.
Alors, si certains usagers savent précisément ce qu'ils veulent en entrant dans la librairie, certains viennent sans idée précise, parfois même pour le simple plaisir de voir des livres, simplement voir des livres. Je rappelle que d'après une enquête qui avait été réalisée en sortie de librairie à la demande de Livre Hebdo par Ipsos en 2006, près de 6 clients sur 10 affirmaient avoir poussé la porte avec l'intention précise d'acheter un livre, mais pas moins de 4 sur 10 souhaitaient simplement flâner ou regarder des livres, quitte à se laisser tenter dans certains cas. 2 extraits d'entretien. Un premier entretien réalisé à la Galerne. Il s'agit d'un homme de 48 ans qui est infirmier psychiatrique et qui dit « Ce que j'aime vraiment ici, c'est que l'on peut ouvrir et regarder les bouquins. On peut toucher, je dirais presque renifler les livres. » Deuxième extrait d'entretien, à Folie d'encre, cette fois-ci, une femme, 30 ans, employée. « Je viens pour le plaisir des livres, le plaisir de l'œil, comme une gourmande à la boulangerie. J'adore. » Le livre, on le sait, fait partie de ce que les économistes appellent des biens d'expérience. Il faut souvent l'avoir consommé au moins en partie pour en connaître la valeur. L'une des fonctions de la librairie, et vous en êtes tout à fait conscient, c'est bien d'offrir à ses usagers le moyen de limiter le risque d'être déçu par son achat. À la différence d'Internet, même si sur la toile, les possibilités de feuilletage ou de mise en avant de certains titres, de recommandations existent, bien évidemment. L'avantage des petites librairies généralistes, c'est évidemment que leur offre, des petites ou des moyennes d'ailleurs librairies généralistes, leur offre est souvent plus facile à maîtriser. Ce sont des lieux où on peut tenter d'échapper à ce qu'on appelle l'hyper-choix. Au malaise que provoque dans les grandes librairies ou dans certaines grandes bibliothèques le libre accès, l'abondance des ouvrages proposés. Pour l'usager, ce travail de réduction de l'offre représente en réalité un gain de temps et une garantie, s'il fait confiance bien évidemment au choix qui est effectué par son libraire. Je vous cite un entretien tiré encore une fois de Folie d'encre. Il s'agit d'un homme de 58 ans qui est enseignant. Je voulais dire aussi qu'être dans les grandes librairies, ça m'emmerde. On est souvent obligé de demander où sont les choses. C'est toujours un peu délicat. On perd du temps. Et puis pour rien de cacher, ça file le tournis et des complexes. Merde, ce que je devrais encore lire, ce genre de choses. Troisième fonction, la fonction cabinet de lecture, un lieu où on lit. La manipulation des livres suppose assez systématiquement des pratiques de lecture plus ou moins longues, au sein même des librairies. Cette fonction est protéiforme puisqu'elle va de la simple lecture d'amorce, lecture de prélèvement, pour avoir un avant-goût, pour commencer à prendre la sève du livre, jusqu'à la lecture intégrale dans certains cas, notamment quand les ouvrages sont courts ou faciles à segmenter, raison pour laquelle les bandes dessinées et les albums jeunesse se prêtent particulièrement bien à ce type d'usage. Moins prévisible, au-delà de cette fonction de cabinet de lecture moderne, les enquêtes de terrain ont permis également de vérifier que certains usagers utilisaient vraiment la librairie comme une bibliothèque, ce qui nous a un peu surpris. Ils consultent par exemple des guides de voyage pour y relever des adresses, ou encore des documentaires pour un exposé scolaire, le cas s'est produit au cours des observations. Je cite une cliente de la librairie à Neuf, qui est psychiatre, qui a 55 ans, et qui dit la chose suivante: « C'est beaucoup mieux maintenant. C'est plus attractif, mieux présenté, déco sympathique, dans des lieux chaleureux. On vous laisse lire. On a l'impression qu'on peut lire sans être dérangé, ce qui était autrefois moyennement toléré. J'ai passé une demi-heure sur un bouquin tout à l'heure, on m'a rien dit. C'est 10 fois plus chaleureux qu'avant. Avant, ça ressemblait un peu à des bibliothèques. Maintenant, ça ressemble à des lieux d'accueil. » Texto. L'image du lieu d'accueil sous-entend également que la librairie peut être un lieu de parole. On l'a entendu à maintes reprises au cours de la matinée. Des lectures à voix haute ou des discussions également à bâton rompu sur les choses lues. Il faut signaler que c'est souvent à l'occasion de la mise en avant de ces manifestations orales dans un lieu dédié à l'écrit que certaines personnes interviewées ont comparé les librairies indépendantes, vivantes, sonores, animées, avec les bibliothèques publiques, espaces normés, lieux de silence et parfois d'immobilité. Une citation, pour vous montrer que ça ne sort pas de mon petit cerveau, une femme de 22 ans à la Galerne qui dit la chose suivante: « Oui, je fréquente la bibliothèque, mais je trouve ça trop calme. J'aime bien qu'il y ait du mouvement, que ça vive un peu. La bibliothèque, j'y vais plus pour les études. Ici, on vient pour notre plaisir. On ne nous impose pas. Que la bibliothèque, il y a tout de suite ce côté éducation, il faut travailler. » Quatrième fonction, donc le lieu de sociabilité, la fonction sociale dont je parlais tout à l'heure. La librairie
est un lieu de socialisation au monde du livre et de la lecture, mais il est sans doute moins intuitif de dire qu'elle est aussi en soi et à part entière un espace de sociabilité qui permet le contact avec d'autres personnes. En tant qu'espace public culturel essentiellement tourné vers la lecture, voire certains types particuliers de lecture en fonction des établissements, la librairie est fréquentée par des amateurs de livres, de littérature, de romans policiers ou d'ouvrages de philosophie. La fréquenter, c'est ce qui ressort des entretiens, c'est se donner pour certains la possibilité d'être au contact de personnes qui du coup sont porteuses de ces qualités. Et pour certains, la clientèle d'une librairie tient lieu de communauté de référence, amateurs de poésie, de romans policiers américains, nordiques ou français, etc. Cette fonction utilitaire contribue à faire de la librairie un espace social important pour les gros lecteurs, dans lequel ils peuvent se trouver en territoire familier, se montrer, dans certains cas, et profiter de la présence des autres, même s'ils sont dans un quartier, une ville ou pourquoi pas un pays qui leur est étranger. C'est l'idée de la librairie comme une sorte d'ambassade, quel que soit l'endroit où vous êtes plongé, même en endroit étranger. Cinquième fonction, donc la fonction protectrice, la librairie comme lieu de pause ou de repli. Au fil des entretiens, les librairies apparaissent également effectivement comme des espaces tout à fait propices au repli, des espaces de déconnexion. Elles sont décrites comme des endroits semi-ouverts, particulièrement stratégiques en ville, les seuls, dans certains cas, qui permettent de se poser temporairement dans un contexte agréable, serein, du moins pour ceux qui aiment ce type d'environnement. Dans ce cas, c'est plutôt l'aspect calme des lieux qui cette fois est mis en avant, mais aussi bien sûr l'environnement livrel, textuel, littéraire, qui facilite la méditation et la rêverie. L'invitation à s'installer, à se poser, on a le temps, c'est convivial. Ce n'est pas le royaume du tu paies et tu sors. Citation d'entretien. Les témoignages recueillis évoquent en filigrane un espace protecteur, quasi matriciel, je le disais tout à l'heure, qui serait susceptible de préserver le visiteur du monde extérieur, du bruit ambiant, de l'agitation urbaine et commerciale. Tout pour le coup, sauf un lieu marchand, désincarné, froid, impersonnel. Repli, bien évidemment, ne sous-entend toutefois pas enfermement pour tous, même si, vous l'avez vu, la métaphore de l'île ou de la bulle était parfois mobilisée. Certains précisent en effet que la librairie est une porte qui ouvre sur d'autres horizons ou tout simplement sur un état de méditation intérieure. La preuve irréfutable, selon les chargés d'études, que certaines librairies indépendantes sont de bons lieux de pause, c'est que ce sont des espaces où il est pensable de déposer ses enfants. Parmi les usages inattendus qui structurent certains projets de visite à la librairie, ont été observés effectivement à plusieurs reprises, à Folie d'encre en particulier, mais pas seulement, puisque des témoignages renvoyaient vers d'autres lieux, que des parents laissaient leurs enfants à la librairie pendant qu'ils faisaient leurs courses. Donc il faut avoir une grande confiance dans cet espace pour aller jusque-là. Sixième fonction, enfin, fonction de ressourcement culturel dont je parlais, c'est cette idée du ressourcement culturel sous-entend que la simple déambulation dans les espaces d'exposition du livre de la librairie, autour des tables de présentation, autour des rayonnages, est susceptible de produire des effets de connaissance, d'expérience culturelle, même si elles sont somme toute assez limitées. C'est-à-dire que certains disaient, même sans ouvrir les livres, simplement les voir, les regarder, profiter de l'actualité éditoriale et du remplacement des livres les uns par les autres, permet de se tenir au courant et d'être au contact d'une forme d'actualité éditoriale. La librairie est un lieu d'information, il ne circule pas que des biens matériels, bien évidemment. Même si l'on ressort les mains vides, la visite n'aura pas été inutile. Le simple fait de prendre connaissance de l'actualité éditoriale est à lui seul un motif de satisfaction et une forme d'enrichissement culturel. Je cite à nouveau un extrait d'entretien, là cette fois-ci c'est l'atelier 9. Donc on demande à la personne interviewée ce que représente pour elle la librairie dans son quartier, dans sa ville. Elle dit la chose suivante, une richesse culturelle. Ça me fait du bien de me dire qu'il y a des gens qui ne passent pas leur vie devant la télé, avec une finalité un peu moins mercantile, vendre de la bouffe et surtout des habits. Et justement, la culture me semble être une alternative aux habits. L'alternative à la consommation pure et dure, c'est ça. Cette dernière fonction confère à la librairie un statut particulier au sein de l'ensemble des commerces indépendants, à la particularité des biens qui sont exposés
et vendus, mais également à la particularité des engagements culturels des libraires eux-mêmes. Les animations, rencontres littéraires et autres débats organisés sur place viennent encore renforcer cette dimension, sans qu'il soit non plus nécessaire de payer, puisqu'on peut assister gratuitement à la plupart de ces animations, sinon l'intégralité. Le culturel auquel se réfèrent les personnes interrogées n'est pas difficile d'accès, n'est pas inabordable ou particulièrement élitiste. C'était très rarement le cas dans les entretiens, peut-être parce qu'il s'agissait de librairies généralistes. Si la librairie est identifiée en tant que lieu culturel, elle n'est pas placée sur la même marche que le théâtre, par exemple, ou que le musée, même plus simplement. Elle offre une porte d'entrée relativement simple dans l'espace public vers les lettres, vers la culture et surtout vers la création d'une manière générale. On peut donc parler ici de normalité culturelle, comme on pourra parler un peu plus loin de normalité urbaine en ce qui concerne l'insertion des librairies dans le bâti des villes et dans le tissu urbain. C'est surtout vrai parce que la librairie indépendante fait souvent l'objet d'aménagements assez personnalisés, qui relèvent parfois de codes qui sont liés à l'espace privé. Du mobilier non standardisé, des affiches, des empilements de livres, dans certains cas un désordre plus ou moins organisé, ou inorganisé, c'est selon. 3 extraits d'entretien tirés de Folie d'encre. J'adore cet endroit, le fait qu'il y a plusieurs étages, le fait que c'est un peu le bordel, et ça me va bien. Je ne me sens pas oppressé, il y a de la place, il y a plein de jours, de lumière. Une autre personne. Ici, les livres sont par terre, partout. Oui, comme à la maison. 3e personne, c'est un peu le côté bazar. Il y a des livres tout neufs. Alors d'autres disaient que c'était organisé. Là, je mets l'accent sur ce qui me permet de filer la métaphore de cette fonction sociale. C'est un peu le côté bazar. Il y a des livres tout neufs et il y a quelque chose qui met à l'aise. Ils ont réussi à créer une ambiance qui fait qu'on se sent bien. Au terme de l'enquête, il ressort donc que la librairie indépendante apparaît pour ses usagers même comme une sorte de lieu-projet très personnel, à dimension humaine. Le côté humain revenait très souvent, notamment, bien évidemment, par comparaison avec d'autres modes d'accès aux livres en grande surface et même en grande surface spécialisée. Incarné par un ou par plusieurs individus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une connaissance du ou des libraires, une connaissance de leur histoire, de leur expérience, de leur goût. Et même chose avec l'équipe, bien évidemment. Et c'est aussi un lieu très personnalisé, on l'a vu, avec une mise en scène assez fine, assez singulière, avec une mise en scène de l'espace qui, au sortir des entretiens, est tout sauf standardisé, au dire même des personnes qui étaient interviewées, bien sûr. Un lieu qui serait à la charnière entre la dimension commerciale et la dimension culturelle. Donc là, on retrouve le discours même des libraires dans leur projet. Et surtout, un lieu inscrit dans un territoire donné. Cette question du territoire revenait très souvent dans les propos des personnes interrogées. Pour la petite histoire, le cas de La Galerne et de Folie d'encre était intéressant dans la mesure où les librairies ont toutes les deux changé d'endroit, changé de territoire en se déplaçant dans la ville. Et on trouvait souvent dans les témoignages, ça ne peut être que de simples représentations, mais en tout cas c'était assez vivace dans les propos, des gens qui disaient « depuis que la librairie a quitté tel endroit, depuis qu'elle a quitté la rue est différente ». Comme s'il y avait un processus de déqualification quand la librairie s'en allait pour un processus de requalification du territoire dans lequel elle va s'installer. Quels que soient les terrains, l'attachement à la librairie était souvent articulé dans les entretiens avec un attachement fort au territoire, avec la ville, avec le quartier. 2 citations pour terminer qui me permettront de mettre en avant ce lien entre la librairie et le territoire, l'attachement à la librairie, au monde du livre, bien évidemment, mais aussi l'attachement au local. Première citation, une librairie, dans le fond, ça contribue peut-être un peu à faire une ville. Et un autre extrait d'entretien, une ville qui sait faire attention à ses librairies, c'est une ville où les gens ont une façon de réfléchir, ne se contentent pas d'être dans la consommation de marché. Voilà, donc la librairie, au sortir de l'étude, apparaît comme un lieu accessible, un lieu normal, qui s'inscrit dans des mobilités urbaines ordinaires, des pratiques d'achat, des déplacements prévus ou au contraire des déplacements un peu occasionnels, fortuits.
Mais ça reste dans les entretiens un lieu d'exception culturelle. Le lien est tout de suite fait avec le livre, avec la culture de l'imprimé d'une manière générale, et on est à mi-chemin entre l'exceptionnalité forte culturelle, le théâtre ou le musée, qui feront l'objet d'une sortie particulière, pour laquelle d'ailleurs on s'habillera différemment, on se comportera différemment, et en même temps, ça n'est pas un commerce comme les autres, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi ce type de discours dans la bouche des usagers des librairies, et pas nécessairement des usagers les plus assidus ou des plus gros lecteurs. Voilà, il faudrait bien évidemment atténuer un petit peu ces propos, puisque les méthodes qualitatives là, ont pour principe parfois d'enjoliver un petit peu et de placer l'éclairage plutôt sur l'aspect positif des choses. Les personnes qui ont été interviewées étaient des clients de ces librairies indépendantes. Quand on leur tend un micro, elles vont avoir tendance évidemment à tenir un discours engagé, parfois plus laudateur que critique, d'où justement l'effet de grossissement et de loupe sur la critique qui est faite parfois avec les bibliothèques qu'ils fréquentent pourtant. Donc il faudra aller au-delà de ce type d'enquête, passer peut-être justement à des méthodologies plus quantitatives. Il faudrait, dans la mesure du possible également, nous en avons parfaitement conscience, aller voir ailleurs, sur d'autres terrains, même si vous sentez bien que ce qui a été vu à l'Atelier Neuf, ce qui a été vu à Folie d'encre, à Castel-Sarrazin ou à la Galerne, peut correspondre à des choses qui ont déjà été évoquées ici. Donc il serait intéressant, et je terminerai sur cette note, donc de réaliser d'autres études pour vérifier aussi l'impact sur les non-clients de la présence d'une librairie dans une ville, non-lecteurs, non-clients. Et là, l'enquête est sèche sur cet aspect des choses, puisqu'ils n'ont pas été rencontrés pour le moment. Et il faudrait bien évidemment aussi peut-être déporter l'étude, le champ de l'étude sur les jeunes publics, et notamment aussi sur les publics adolescents, voire sur les jeunes adultes, puisqu'ils étaient moins souvent rencontrés sur le terrain.